to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Il y a plus d'un an de cela, mon invité avait accepté généreusement de venir sur la chaîne pour un live de... Enfin, il n'était pas resté plus de 5 heures, mais en tout cas, il était venu pour parler de Godard. Et c'était un grand moment et je lui en suis énormément reconnaissant. Et il fallait, et je savais qu'un jour ou l'autre, on renouvelle le dialogue. Et ben cette fois-ci, il vient parce que il a écrit un livre. Ce livre s'intitule étrangement, paradoxalement, passionnément, La première femme de Georges Cukor. Alors quand on connaît un peu l'histoire du cinéma, La première femme de Georges Cukor, déjà on a envie d'en savoir davantage. Et c'est édité chez Marest. Donc, c'est un gage de qualité et je salue Pierre-Julien Marest pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et donc l'écrivain de cinéma Alexandre Piltich qui est là et qui est aussi critique de cinéma pour nos amis de Revues et Corrigées, vous avez, alors que je salue, mais aussi, il vient de me le dire hors caméra, journaliste pour Rolling Stone et je peux pas ne pas le dire, mais il vient de me parler un peu de sa rencontre avec le regretté Shane McGowan d'époque et étant donné que j'ai eu 20 ans dans les années 90, ça m'a un peu émoustillé. Donc voilà, il a tout ce qu'il faut pour qu'on ait envie de discuter avec lui. Donc je suis content. Comment vas-tu? Bah écoute, bien, et toi Samir? Ah bah écoute, très très bien. En plus de cela, je te disais que, alors déjà il faut savoir que dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur le site de Marest Éditeur et surtout de la page dédiée au livre d'Alexandre. Et je te disais hors caméra que bon voilà, tu me parlais de Shane McGowan, c'est les années 90, mais c'est aussi c'est aussi l'histoire de la musique et puis de plein de petites choses. Et puis il y a ça, ce livre-là, ce que je te disais, mais ça se rejoint plus ou moins. Puis il y a aussi Revues et Corrigées. Donc, voilà. Et donc, la question, ça m'amène à la question, est-ce que finalement, c'est logique que tu aies consacré du temps pour Constance Bennett, en l'occurrence, on parle de Constance Bennett, l'actrice, mais aussi de George Cukor, de Katharine Hepburn, du cinéma américain des années 30 à 34. Enfin, voilà. Est-ce que tout ça, finalement, c'est logique? Bah écoute, pour moi en tout cas ça l'est. Je sais pas si ça le sera pour tout le monde forcément, mais en tout cas non. Oui, ce qu'on peut dire à propos du livre, oui, c'est que en fait c'est un mélange de plusieurs envies que j'avais en fait au moment d'écrire ce livre et Pierre-Julien Marest donc m'a offert l'opportunité de le faire. Donc déjà un immense merci à lui, voilà. Mais oui, on peut dire que ouais, le livre est né du carrefour en fait de plusieurs envies que j'avais depuis longtemps. C'était d'écrire déjà le portrait d'une actrice parce que bah j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus aujourd'hui d'essayer d'envisager le cinéma comme voilà à travers ce qu'on a appelé la politique des acteurs pour reprendre le titre du livre de Luc Moulet. Mais donc ça c'est une envie que j'avais depuis longtemps de faire le portrait d'un acteur et donc en l'occurrence d'une actrice, mais aussi le portrait d'une époque, en fait, parce que plus le temps passe et plus je me balade un peu en cinéphilie et plus je me rends compte qu'en fait, les années 30, c'est un continent du cinéma que je trouve absolument fascinant pour mille et une raisons que j'explore un peu dans le livre et dont on parlera peut-être un peu plus tard. Donc j'avais aussi envie d'écrire sur cette époque et en fait au travers de ce portrait croisé d'une actrice et d'une époque, je me suis rendu compte que je pouvais raconter la carrière d'un cinéaste qui est quand même relativement connu, qui s'appelle Georges Cukor, dont l'œuvre court sur toute l'époque classique du cinéma et même après, parce qu'il est mort en 83, si je dis pas de bêtises, mais voilà. Et voilà, le portrait croisé donc de Bennett et de cette époque des années 30 me permettait d'illustrer son œuvre, enfin, je pense avec un angle assez inédit. Donc voilà, le livre en fait est né de ces trois envies, tout simplement. Et j'espère que ça fait sens avec le livre, voilà. Et intéressant pour ça. Mais attends, mais tu vas voir, mais c'est ça qui est drôle, c'est que, en fait, voilà, Constance Bennett, est-ce que, comme moi, c'est une actrice qu'on avait vue, qu'on connaissait un peu comme ça,
mais qu'on n'avait jamais eu l'idée de se poser et de voir un peu ce que ça pouvait dire aussi. Est-ce que tu as été parce que je te l'avoue, hein, et Dieu sait que cette période de l'histoire du cinéma américain, donc c'est-à-dire qui commence me concernant avec le muet et jusqu'aux années 40-50, voilà, ça, on va dire que c'est un peu mon ADN cinéphile, mais j'étais très troublé et j'ai fini par comprendre à la fin de la lecture pourquoi ça. Est-ce que tu étais dans le même Ah oui, état non. Ouais. Ah non, mais absolument. Enfin, elle est absolument inconnue aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on peut le dire. Enfin, ou alors très très méconnue ou connue vraiment vraiment à la marge. Et ce qui m'a fasciné en fait, c'était en premier lieu, je pense, de découvrir qu'à l'époque, enfin donc au début des années 30, c'était une des actrices les plus populaires du cinéma hollywoodien, quoi. C'était vraiment genre, elle faisait partie, je pense, des 2 ou 3 noms les plus connus du cinéma. Donc déjà découvrir ça, c'était un peu un choc. Et moi, j'ai eu envie d'écrire sur elle en fait quand j'ai vu un film de Cukor, donc qui s'appelle Our Betters en français, donc Haute Société, donc un film de 33 et où voilà, je l'ai trouvée absolument fascinante. En fait, elle avait une sorte de jeu qui était étrangement moderne en fait. Enfin, il y avait une sorte de contemporanéité qui m'a un peu sauté aux yeux, une sorte, enfin, un jeu vraiment assez incroyable, même pour l'époque. Et donc voilà, c'est à partir de ce film-là que j'ai commencé un peu à creuser un peu autour d'elle et où je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait fait non pas un film de Cukor, mais 5 en tout, ce qui est quand même rare. Enfin, même s'il a tourné avec beaucoup d'actrices plusieurs fois et dont avec Catherine Hepburn, avec qui il a fait, je crois, le chiffre exact m'échappe, mais une dizaine de films. C'était quand même assez important pour s'y intéresser de près. Et surtout, elle a fait avec lui une trilogie de films, donc entre 32 et 33. Donc, elle a fait 3 films qui s'appellent donc le premier qu'ils ont fait ensemble, c'est What Price Hollywood, dont on va revenir, je pense après parce que c'est un film important Mmh. pour plein de raisons. Ouais. Le deuxième, c'est Rockabye, et le troisième, donc c'est Our Betters. Et en fait, ces 3 films qui forment vraiment une trilogie vraiment très, enfin voilà. Donc, tu sais pas, tu dis soit c'est cucorienne, soit c'est benoîtienne. Tu dis, est-ce C'est que c'est ça, cucor ou... exactement. Bah, c'est vraiment un peu des deux, quoi. Enfin, en tout cas, en ayant vu cette trilogie-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à explorer, quoi, parce que ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, pour moi, c'est absolument primordial dans tout ce que Cukor a fait après, quoi. Et donc la rencontre entre Bennett et Cukor, en fait, pour moi, enfin, c'est un truc qui m'a sauté aux yeux et un événement en fait très très important, quoi, dans sa carrière et puis dans le cinéma de l'époque, quoi. Et Alors, voilà. avant qu'on parle de ça, je pense qu'il faudrait aussi un peu contextualiser. Donc, 2 questions. Ouais. Qui est Constance Bennett? Enfin, plutôt 3 questions. Oui. Qui est Constance Bennett, George Cukor, à ce moment-là, hein, et surtout, parce que c'est vraiment ça qui est fascinant aussi, Hollywood, c'est quoi à ce moment-là? Ouais. Alors, vaste question. Hmm. Constance de Bennett, on va commencer par elle. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la fille d'un couple d'acteurs en fait qui sont très très connus au théâtre. Donc c'est la fille de Richard Bennett, qui est un acteur shakespearien qui est à l'époque monstrueusement connu, même enfin, je veux dire, c'est un des rois de Broadway avec les Barrymore et puis avec d'autres. Puis même, enfin, il a connu, je crois, Sarah Bernhardt. Enfin, c'était vraiment une des plus grandes stars de Broadway dans la grande époque de Broadway. La mère de Bennett, elle s'appelle Adrienne Morrison, je crois. Enfin, le nom peut-être m'échappe un peu, mais elle était aussi très très connue à Broadway à l'époque. Et, et en fait, donc voilà, donc Bennett, c'est la fille d'une sorte de constellation d'acteurs, parce que je crois qu'il y a un héritage qui remonte, je crois, jusqu'aux grandes cours anglais, aux grandes cours anglaises, voilà, du XVIIIe siècle. Donc, elle a vraiment reçu, on peut dire, la scène en héritage. Et Bennett, c'est aussi la sœur de 2 actrices. Il y en a une qu'on connaît beaucoup parce que c'est John Bennett, donc qu'on connaît chez Lang, chez Preminger, chez Max Ophuls et chez un tas d'autres cinéastes.
Et enfin, elles étaient trois sœurs Bennett, toutes les trois donc sont devenues actrices. Et Constance Bennett, c'est la première en fait à devenir vraiment une sorte de grande star du cinéma dès l'époque du muet. En fait, c'était vraiment, elle a été très très connue très très vite, vraiment. Elle a fait des films très vite. Et c'était à partir du début des années 30, c'est très très vite devenu en fait la plus grande star de la RKO. Donc la RKO qui était un studio hollywoodien. Et voilà, en fait, oui, c'était une des plus grandes actrices de l'époque. Et c'est à la RKO qu'elle a croisé la route de George Cukor, qui lui, en fait, aussi enfin, s'est fait un nom au théâtre à New York, même à Rochester, à côté de New York. Mais il a commencé un peu comme homme à tout faire dans des tournées de théâtre autour de New York, et qui est venu en fait à Hollywood au tout début du parlant, comme énormément de metteurs en scène hollywoodiens. En fait, il a été appelé au tout début du parlant quand on avait besoin en fait de metteurs en scène qui savaient faire parler les acteurs. Parce que à l'époque, donc on a un peu oublié, mais voilà, c'était un peu rare. Parce qu'il y a beaucoup de grands cinéastes du muet qui étaient un peu désemparés devant le parlant et qui avaient du mal en fait à faire des films parlants avec donc, il y a eu une sorte de razzia sur Broadway qui s'est opérée, et Cukor, en fait, a fait partie des gens, en fait, qui sont partis à Hollywood à la toute fin des années 20 et au tout début des années 30. Et donc, c'est là qu'il a fait 4 ou 5 films, ou 5 ou 6 films, en fait, vraiment pour s'essayer un peu à la machine cinéma. C'était pas simple pour lui. Même, il a eu, j'en parle un peu dans le livre, d'ailleurs, il a eu des déboires un peu parce que il a travaillé pour Lubitsch, et ça s'est un peu mal passé. Il y a même eu un procès entre eux que Cukor a gagné enfin, il a fait prouver en gros à un juge que chaque plan d'un film qu'ils ont fait ensemble, qui était disputé par Lubitsch, porte le nom de George Cukor. Donc pour quelqu'un après qui dira au jeune loup des cahiers du cinéma que la théorie des auteurs ne veut rien dire, bah, c'était un peu bizarre pour lui de faire prouver c'est ce que tu écris dans le bouquin. J'ai écrit à un moment. C'était, enfin, ça c'est un peu amusant, voilà. Et donc voilà, donc c'est en fait au tout début des années 30 qu'il croise le chemin de Constance Bennett. Et en fait, bah, c'est quand, enfin, c'est ma thèse, c'est un peu, c'est quand il la croise que en fait il va vraiment trouver son cinéma, quoi, pour tout un tas de raisons. Mais il se passe un truc entre les deux comme ça, et notamment dans le premier film qu'ils ont fait ensemble qui s'appelle White Price Hollywood. Et White Price Hollywood, donc c'est un film très très important pour tout un tas de raisons, mais la principale, je dirais que c'est le film en fait qui pose les bases de ce qui va devenir après tous les films A Star Is Born, en fait. C'est l'ébauche, en fait, tout simplement. Voilà, c'est le film en fait qui prépare vraiment tout ce que vont être ces films après. Et Cukor va en réaliser un d'ailleurs dans les années 50, qui est beaucoup plus connu que White Price Hollywood, mais on peut dire en fait qu'il avait vraiment posé les bases de tout ça avec Constance Bennett dans les années 30. Bah, la thèse de mon livre, oui, c'est que la rencontre en fait entre Bennett d'un côté et Cukor de l'autre, en fait, ça a vraiment créé des étincelles, et ça a vraiment en fait posé les bases de ce que sera l'actrice cukorienne. Voilà. Donc c'est en ça, pour moi en tout cas, qu'elle est absolument fascinante. Et c'est voilà, enfin d'où le titre du livre d'ailleurs, la première femme de George Cukor. Donc Femme, c'est parce qu'il a fait un film assez connu qui s'appelle Femme, dont je dis d'ailleurs dans le livre que c'est pas forcément mon film préféré pour tout un tas de raisons. Mais en tout cas pour moi, oui, c'est ça. Elle crée vraiment ce que va être l'actrice cukorienne. Les Femmes, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un film, si je me trompe pas, si j'ai de bons souvenirs. Voilà, et dans lequel il n'y a que des actrices. C'est-à-dire que même le chien est une caniche. Un caniche, je crois. Exactement. Si je me trompe pas. Pour comprendre aussi, pour cerner un peu les enjeux du livre, il faut aussi, tu en as parlé juste là, tu en as parlé un tout petit peu par rapport du passage du muet au parlant. Et tu dis que c'est très important, le parlant, les années 30 à 34, et le parlant, parce que il se passe ce que tu dis s'est passé aussi dans les années 10-20, ça tu le dis aussi, mais entre 30 et 34 au niveau du parlant, ça dit des choses. Ça dit vraiment, sans mauvais jeu de mots, des choses. Et pour comprendre un peu Bennett, Cukor, tout ça, il faut comprendre aussi ce que ça a donné le parlant au cinéma américain. Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup donc de la période
qu'on appelle du précode comme étant une période de liberté folle en fait à l'écran. Et c'est une vérité, hein. Enfin, vraiment, quand on voit, quand on compare un film de 32 et un film de 44 ou un film de 50 ou même un film de 55, on est absolument estomaqué par le fait que, par la liberté absolue qu'on ressent dans les films du précode. Est-ce qu'on peut parler de sexe de manière libre? On peut parler d'homosexualité. Il y a des scènes presque de nu. Il y a des scènes de drogue. On peut parler du communisme. Enfin bref, il y a une sorte de liberté un peu tous azimuts. Mais ce que moi j'essaie d'explorer un peu dans le livre et dont on parle un peu moins, c'est en fait une chose assez évidente, qui est que 1930-1934, en fait, c'est le tout début du parlant, en fait. Et ce que moi je trouve assez fascinant dans cette époque-là, en fait, c'est que la parole, pour moi, en fait, elle a ramené comme une sorte de seconde naissance au cinéma, en fait, dans le sens où chaque image, en fait, qui était donc ensorcelée par le son, comme on peut dire, en fait, était apparaissait presque comme une nouvelle première fois, en fait. Et ça donnait une sorte de puissance comme ça à l'image de cinéma que je trouve absolument, très très émouvante et très très belle. Et euh, et euh, et pour moi, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles ces films en fait sont aussi forts et nous apparaissent aussi immaculés, quoi. Et donc, parce que tous les acteurs qui parlent dans ce film-là, on peut dire que c'est les premiers acteurs en fait qui parlent de toute l'histoire du cinéma. Et c'est pas pour rien que Cukor, qui venait du théâtre et donc qui avait un rapport à la parole très très fort, en fait, a eu pour moi, son premier âge d'or en fait à ces époques-là. Et ce qui était aussi très très intéressant et ce que j'essaie d'explorer un peu dans le livre, c'est que pour des raisons assez complexes, en fait, les actrices se sont appropriées la parole de manière plus rapide et plus puissante que les acteurs. Donc en fait, la période du précode, bizarrement, en fait, c'est une période où les actrices vont dominer dans la hiérarchie hollywoodienne, dans le sens où des films vont être faits en fait autour des actrices, beaucoup plus qu'autour des acteurs. Donc en fait, on va avoir vraiment une période qui est dominée par des films en fait qui parlent de femmes, quoi, et qui parlent vraiment non seulement qui parlent de femmes, mais qui parlent de femmes qui sont contraintes de jouer à la comédie. Ça, c'est ce que je dis aussi. C'est assez passionnant que quand on regarde les films de l'époque, en fait, on voit que c'est des films qui sont à la fois à la gloire de corps de femmes, parce que c'est la première fois qu'on voit des femmes qui parlent et qui parlent. Donc, voilà. Mais ces femmes sont souvent mises en scène dans la peau d'actrices, en fait, ou de comédiennes, ou de femmes, en tout cas, qui doivent jouer leur vie. Si je prends un exemple, par exemple, Barbara Stanwyck qui a fait un film qui est assez connu, qui s'appelle Babyface à l'époque, où elle joue, en fait, pour aller vite, elle joue une femme qui est violée et exploitée par son père, qui est tenancier de bistrot et qui veut se faire un nom en fait à New York et qui va coucher en fait avec dans un gratte-ciel avec beaucoup d'hommes et qui va monter en fait petit à petit. Donc il y a une métaphore qui est voilà un peu grivoise d'un gratte-ciel dont elle monte les étages, donc un truc assez une métaphore assez assez simple. Mais en fait, on sent que dès qu'elle séduit un homme, en fait, elle doit jouer la comédie et on sent qu'en fait, elle elle joue en fait, une femme pour trouver sa place dans la société doit jouer le rôle qu'on attend d'elle. Pour moi, les films du précode disent ça. Donc c'est donc à la fois des films à la gloire de ces corps nouveaux qui sont très très puissants et montrés comme des corps de femmes fortes, mais en même temps, c'est des films qui montrent que c'est des femmes qui doivent jouer un rôle pour avoir leur place dans la société. Et c'est là où on en revient à Bennett, parce que Bennett, toute sa carrière, c'est en ça que moi je la trouve assez intéressante, elle a joué que des actrices en fait. Que des actrices ou des espionnes ou des courtisanes, mais elle a joué que en fait des jeux de masques. Toute sa vie en fait n'est que à l'écran n'est que des actrices qui jouent des actrices tout le temps depuis le début, c'est ça.
Et c'est en ça que moi, je trouve que c'est une actrice passionnante et une actrice très, très importante pour Georges Cukor, qui est fasciné par les actrices, quoi, et par la figure de l'actrice. Et dans les 3 films dont je te parle, voilà, elle joue des actrices. Dans What Press Will Use, elle joue une actrice voilà, qui arrive de sa petite campagne et qui va se faire un nom à Hollywood. Dans Our Better, ça va jouer une courtisane, mais qui joue vraiment, enfin qui maîtrise les jeux de masques pour se faire une place. Et dans Rockaway, elle joue encore une actrice. Et dans toute sa carrière, en fait, Bennett ne va jouer que des actrices. Et c'est en ça, pour moi, qu'elle va vraiment incarner l'actrice un peu coréenne par excellence, quoi. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, permets-moi de lire juste le premier paragraphe du prélude. Donc, c'est tout début. C'est le tout début. On dit souvent, pour comprendre l'attention d'un cinéaste, il faut bien regarder les 5 premières minutes d'un film. C'est le truc très basique, mais qui peut parfois qui peut être réel. Voilà ce que tu écris. Le jeu naturel n'existe pas. C'est un mensonge, une abstraction, un trompe-l'œil forgé par le style, une illusion de la forme, une manière, une pose, fatalement. Comme le baigneur de Kleist, s'efforçant de reproduire un instant de grâce échappé à sa vigilance humaine, trop humaine. Le comédien ne peut qu'échouer lorsqu'il s'obstine à figurer l'exacte réplique du réel, qui toujours aura sur lui une longueur d'avance, sinon 2. Bresson, évidemment, le savait. Et ses voix blanches, et nous avec, qui nous agenouillons sous le regard de l'âne Balthazar, sublime présence qui s'ignore, sublime parce qu'elle s'ignore. Les bêtes sont, l'acteur c'est, Eve Harrington c'est, et Mankiewicz, le théâtre, invente de toute pièce le type de la jeune ingénue, fausse convention, cliché, sommaire, idée reçue. Quand tu me dis que les premières fois où tu découvres le jeu de Constance Bennett, tu me dis c'est étrangement moderne. Étrangement moderne. Donc, 2 questions. Premièrement, généralement, quand on découvre une actrice d'un cinéma d'antan, je pense, très vite, et qu'on lui trouve une espèce de modernisme, parfois, il y a des images de d'autres actrices du temps où nous sommes, nous, et on essaie de les comparer. Mais c'est fulgurant. Est-ce qu'il y avait de cela aussi, te concernant? Et puis surtout, est-ce que ce jeu étrangement moderne dont tu me parles, finalement, c'est ce que je viens de dire? Et il n'y a pas que, parce que tu continues en fait un peu plus loin sur le rapport au documentaire, tout ça. Est-ce que finalement, c'est ça? Il y a de ça, en fait, il y a, même si le terme est un peu compliqué parce que ça s'applique pas forcément à Bennett, parce que voilà, mais il y a une forme de distanciation que on ressent, je trouve, immédiatement quand on voit son jeu. C'est comme si elle jouait au carré, en fait. C'est très bizarre. Elle joue vraiment l'actrice qui est en train de jouer quelque chose. Et si tu me dis la comparer à une actrice moderne, je sais pas si je la comparerais, mais en tout cas physiquement, il y a un truc d'assez drôle. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Isabelle Huppert dans Violette Nozière, où elle joue une actrice des années 30. Enfin, elle joue pas une actrice, mais elle joue un personnage des années 30 chez Chabrol. Et moi, la première fois que je l'ai vue, il y a eu vraiment une sorte de paralysme qui s'est un peu enclenché. Mais oui, enfin, je trouve qu'il y a chez elle quelque chose d'étrangement contemporain. À un moment, je parle même d'un truc qu'elle a fait dans les années 30. Elle a fait une sorte c'est au tout début du 2e chapitre de mon livre. Elle a fait une sorte de réclame pour une crème ou pour voilà un truc dont elle avait que elle vendait à son nom, quoi. Et là, elle fait vraiment ce que font énormément d'influenceuses aujourd'hui, en fait. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment pas vu chez une actrice de l'époque. Elle se met en scène elle-même en train de faire sa routine un peu quotidienne, quoi. Et je me suis dit, en voyant ce truc qui est sur YouTube, qui est vraiment disponible, je crois que ça date de 1937, un truc comme ça. En plus, on la voit en Technicolor. Donc, moi, c'est la première fois où je l'avais vue en couleur. Et je dis qu'il y a chez elle et dans son jeu presque comme si elle avait eu la préscience du selfie, quoi. Il y a vraiment un truc assez ouais, c'est ça. Disons qu'elle joue tout au second degré. Enfin, pas au second degré, mais tout au carré, quoi. Elle joue vraiment l'actrice en train de jouer sa scène.
Et, et ça, enfin voilà, je trouve que c'est assez fascinant à regarder. Et encore une fois, elle a joué vraiment à quelques, à quelques films près, quoi. Mais de ses premiers rôles du muet jusqu'à son dernier rôle dans les années 60, elle joue que des actrices, quoi. Et je crois que c'est assez rare dans l'histoire du cinéma. Enfin, moi, je connais pas beaucoup d'autres comédiennes qui ont passé leur vie à jouer des comédiennes, quoi. Et donc, du coup, à faire le commentaire de ce que c'est que de jouer sa vie, en fait, sur un écran, quoi. Comment elle était perçue alors déjà par le public, certes, mais aussi par les journalistes? Alors, elle était perçue par le public, elle était très, très populaire, surtout, je crois que c'est les femmes qui l'aimaient beaucoup parce qu'elle était, on parlait, beaucoup d'elle, en fait, comme, l'actrice qui portait le mieux les, vêtements d'Hollywood. C'était une sorte de gravure de mode. Elle était vraiment très, très connue pour ça, pour, son, élégance, quoi. Plus que pour ses, Hmm. jeux d'actrice parce qu'on disait qu'elle était maniériste à l'époque. Donc à l'époque, c'était vu comme un défaut. Moi, je trouve que c'est plutôt une qualité d'être maniériste, ça peut être, le maniérisme au cinéma, moi, c'est un truc qui me fascine assez. Mais donc à l'époque, c'était plutôt vu comme ayant, elle était vue comme une actrice, oui, qui avait un jeu un peu étrange, un peu bizarre, un peu voilà, un peu maniéré. Et par les journalistes, alors ça s'est toujours très très mal passé parce qu'elle a toujours refusé en fait de donner ce que les journalistes attendaient d'elle. C'est-à-dire que elle a toujours joué, elle a jamais joué le jeu de la presse, quoi, disons, quoi. Et Hmm. c'est allé même loin, il y a même, je crois que j'en parle un tout petit peu dans le livre. À un moment, il y a un truc assez fascinant, c'est que, en fait, on n'a jamais su si les enfants qu'elle a présentés, comme étant ses propres enfants étaient adoptés ou étaient ses propres enfants. Il y a même eu un procès parce qu'elle était mariée, en fait, à un millionnaire qui s'appelait Philippe Plante, avec qui elle a Mhm. divorcé. Et peu de temps après son divorce, en fait, elle est revenue avec un enfant à Hollywood, alors qu'elle était en Europe avant. Et donc, elle est revenue avec un enfant à Hollywood et elle a dit que c'était l'enfant qu'elle avait eu avec ce millionnaire-là. Et 10 ans après, il y a eu un procès parce que la famille du millionnaire en question voulait être sûre que c'était bien l'enfant du millionnaire. Et est-ce que donc il allait toucher l'héritage? Et en fait, on n'a jamais su vraiment la vérité, quoi. Et il y a eu comme ça toute sa vie la presse, qui est une sorte de jeu de cache-cache avec la presse, en fait. Et la presse, ouais, donc était pas contente. La presse la trouvait hautaine, ce qu'elle était peut-être d'ailleurs. La trouvait hautaine, la trouvait, ouais, la trouvait distante et trouvait que elle était pas assez ouais, elle jouait pas le jeu d'Hollywood, quoi. Mais ce qui est assez intéressant chez elle, mais comme d'ailleurs chez sa sœur Joan Bennett, c'est que c'est des femmes et des actrices qui, on a presque l'impression qu'elles ont été actrices non pas par défaut, parce que je pense que c'est qu'elles étaient vraiment, investies dans le rôle et tout, mais que c'était presque un job comme un autre, quoi. Disons que Hmm. Hollywood pour eux, pour elles, c'était presque quelque chose, voilà, c'est comme si elles avaient hérité, disons, du commerce de leur père, quoi. Et de leur mère, c'était pas des actrices qui revendiquaient en tout cas le fait de poursuivre une tradition de l'art, quoi. Pour elles, c'était quelque chose. Et c'est peut-être ce qui donne d'ailleurs au jeu de Constance quelque chose d'assez fascinant, ouais, parce qu'elle joue pas le grand art, quoi. Elle joue comme ça de manière assez distanciée, et c'est ça qui est assez fascinant, quoi. Le livre s'intitule La première femme de George Cukor. Il y a aussi, bien évidemment, tu questionnes aussi ce cinéma qui est en train de naître, celui de Cukor. Donc, si tu dis la première femme, c'est qu'il y en aura d'autres, entre parenthèses. Et bien évidemment, il y en a une qui arrive, il y a l'apogée de Constance Bennett, et puis il y a Katharine Hepburn à côté. Bon, il s'avère que dans l'histoire du cinéma, on se rappelle beaucoup plus de Katharine Hepburn. Parce qu'il m'intéresse de savoir, est-ce que ce que tu dis dans le livre aussi, c'est pour ça que je te pose la question, le jeu entre parenthèses de Constance Bennett, est-ce que ça nous donne aussi un aperçu du rythme de Cukor à ce moment-là dans son cinéma, et rythme qui sera ensuite modifié avec Katharine Hepburn? Est-ce que c'est aussi une question de rythme? En gros, est-ce que Cukor, lorsqu'il regarde Constance Bennett, finalement, c'est la mise en scène, c'est son rythme qui se crée à ce moment-là? Alors ouais, il y a de ça, mais peut-être que
on va commencer peut-être par dire une chose qui est, c'est la deuxième partie de mon livre, c'est le Ouais. fait qu'en fait pour moi, la carrière de Cukor, en fait, elle se scinde en deux. Enfin, disons que il a filmé pour moi deux types d'actrices du début à la fin de sa carrière. Le premier type, c'est le type donc qui est un peu représenté par Bennett, qui serait le Mhm. type des joueuses. Donc c'est tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est comme ça des personnages qui maîtrisent très très bien les codes de la société, les codes du jeu, etc. Et qui quelque part en fait mettent à nu euh, les rouages de la société qui sont donc, très faux en fait et qui sont violents et cruels, mais en jouant le jeu. Et de l'autre côté, il y a les personnages qui seront menés par Katharine Hepburn et par d'autres actrices qui vont prendre sa suite, qui seront celles que j'appelle les insurgés, et qui, elles, vont être des personnages qui, très très souvent dans les films de Cukor, vont s'insurger contre l'état du monde tel qu'il va. Et pour Mhm. moi, en fait, du début à la fin de la carrière de Cukor, il va y avoir comme ça des actrices qui vont jouer ou l'un ou l'autre. Et ce qui est assez fascinant, et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que parfois, il y a des films qui sont souvent des films de passage de relais ou des films voilà, un peu de transition de Cukor, en fait, où ces actrices, à l'intérieur des films, vont se rencontrer. Il y a un truc assez fascinant dans un film très beau qui s'appelle Sylvia Scarlett, où pour moi, c'est la première fois où Katharine Hepburn joue le rôle principal d'une femme, en fait, tout simplement qui va se déguiser en homme. Donc, c'est un film Mhm. assez fascinant pour ça, enfin, un film absolument Ouais. dingue qu'il faut absolument voir Ouais. pour tout un tas de raisons et qui a été défendu depuis les cahiers du cinéma par tout un tas de critique très bien. Et dans ce film-là, en fait, il y a donc à la fois le personnage d'Hepburn, donc qui est un personnage de travesti ou de voilà, enfin pour le dire très vite, enfin en tout cas un personnage qui questionne ce que c'est que le genre en fait. Il y a une sorte de questionnement très très moderne là-dedans et le film le gère très bien et qui va à un moment se confronter avec un personnage donc, qui n'est pas joué par Bennett mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à tous les personnages que Bennett avait joué juste avant. Donc parce que Mhm. Sylvia Scarlett c'est un film de 35 et les films de Bennett c'est 32-33. Et donc, c'est un film comme ça où les deux actrices vont se regarder un peu en chien de faïence et il va y avoir un premier échange entre les deux comme ça et les deux vont être fascinés l'une par l'autre. Le deuxième film, en fait, où il y a comme ça une sorte de dialogue ou d'échange entre ces deux types d'actrices, c'est un film qui est un peu mineur, mais que moi je trouve très très attachant de Cukor. Il s'appelle Two-Faced Woman. Donc en français, je crois que ça s'appelle La femme aux deux visages, qui est surtout connue parce que c'est le dernier film dans lequel a joué Greta Garbo. Et là, encore une fois, Bennett va jouer dans ce film-là. Et il va y avoir comme ça une sorte de. C'est un film comique, donc c'est un truc qui va jouer comme ça sur le registre de la comédie, mais Cukor va mettre vraiment en scène ces deux actrices comme ça dans une sorte de guerre parce qu'elles se partagent un homme. Garbo, en fait, joue elle-même un double rôle. Enfin, c'est ça qui est assez fascinant. Elle joue deux sœurs et demie, donc une qui est prof de ski et qui est très Garbo glacial, et l'autre qui va essayer, donc au contraire, de reconquérir son mari en jouant un peu la mondaine. Mais donc, il va y avoir quand même une sorte d'opposition très très nette qui est très très marquée par le film entre le personnage de Bennett et le personnage de Garbo. Et beaucoup plus tard, le dernier film de Cukor, qui est un film magnifique qui s'appelle Rich and Famous, Riche et célèbre en français, c'est un film de 81. C'est un film, je ne veux pas spoiler, mais qui se termine par, par les deux actrices principales qui trinquent au coin du feu. Et ces deux actrices principales qui s'opposent pendant tout le film, pour moi, c'est la dernière occurrence de ces deux actrices comme ça qui se réconcilient en fait à la toute fin de la carte de Cukor. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, Très bien. Très, très bien. Très bien. alors, voilà, c'était une des choses, moi, qui m'a un peu fasciné, c'est ça, c'était le fait qu'en fait, on peut vraiment diviser la carte de corps voilà, entre ces deux typologies d'actrices. Et je trouvais que c'était une manière assez intéressante de voir ces films, quoi, et de voir comment est-ce qu'ils dialoguaient les uns avec les autres et comment les époques dialoguaient les unes avec les autres, quoi. Parce qu'on peut retrouver, encore une fois, même si c'est pas Bennett elle-même, mais des sœurs de Bennett et des sœurs d'Hepburn dans à peu près tous ces films, quoi. C'est vraiment assez fascinant de voir qu'il y a donc soit ce que j'appelle les joueuses, soit ce que j'appelle les insurgés,
mais les deux ressurgissent. On peut dire que, je sais pas, le rôle d'Audrey Hepburn, par exemple, dans My Fair Lady, c'est peu ou prou une ressuscité de ce qu'a fait Bennett dans What Price Hollywood, par exemple. Et il y aurait comme ça 1000 exemples d'autres voilà, d'autres personnages d'actrices en fait qui appartiennent soit à l'un soit à l'autre type. Et ça, je trouvais ça assez fascinant, d'autant plus que ça se termine comme souvent avec les grands cinéastes par une apothéose où tout semble vraiment prendre forme et où tout est très logique dans Rich and Famous, où voilà, où ça se finit vraiment par les deux actrices, les deux cucoriennes, voilà, dans le même cadre qui trinquent ensemble et qui ferment la parenthèse, quoi, de manière très belle et très émouvante. Si vous avez l'occasion de voir le film, oui, effectivement, allez-y. Ah non, mais il faut voir le film, il est très, enfin, c'est un film magnifique, voilà. La première femme de George Cukor, c'est édité chez Marest. Je montre de nouveau la couverture, le lien. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. On n'a pas tout dit, hein, on a dit 0,001%, c'est ce que je disais. Moi, j'aurais quand même une petite dernière question. Et ensuite, Constance Bennett, qu'est-ce qu'elle devient quand elle, quand elle n'est plus regardée par Cukor? Qu'est-ce qu'elle devient? Eh ben, Bennett, en fait, donc, comme je t'ai dit, ça a été vraiment une des actrices les plus connues des années 30. Donc, elle a eu une gloire éphémère, mais enfin, assez folle. Et très vite, en fait, pour tout un tas de raisons, elle va avoir du mal, en fait, à survivre, en fait, à ce moment du pré-code. Parce que elle avait un côté diva, mais comme beaucoup d'actrices de son époque, mais surtout parce que en fait, elle représentait peut-être trop, je pense, dans l'imaginaire un peu collectif, cette époque un peu des bulles de champagne, un peu une époque un peu fitzgeraldienne, ce que je dis aussi un peu dans le livre, d'Hollywood, et en fait. Très vite, elle va être remplacée, je pense, aux yeux du public par des actrices qui étaient vues comme étant peut-être un peu plus proches du peuple et plus proches de leur époque. En fait, je crois que je cite une époque, enfin une actrice qui s'appelle, et c'est Claudette Colbert par exemple, elle va plus prendre le relais, par exemple, à partir de 34. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Bennett aurait pu jouer dans It Could Happen to You dans New York Miami de Frank Capra. À l'époque, c'était Bennett qui devait faire le rôle et finalement c'est Claudette Colbert qui va le reprendre parce que Bennett a dit non. Parce que je crois qu'elle, je crois qu'elle n'était pas libre ou que le salaire n'était pas assez imposant pour elle. Mais tout ça pour dire que c'est un symbole en fait parmi d'autres qui montre que très vite en fait elle sera remplacée par d'autres types d'actrices qui un peu plus affables, un peu plus rondes et qui représentaient un peu plus ce que voulait voir le public à cette époque-là. Et très vite, donc en fait, elle va faire du théâtre. En fait, elle va faire encore quelques grands rôles après Cukor. Hein. Elle va faire notamment un film que moi je trouve assez fascinant qui s'appelle Topper. Alors c'est un film où elle tient la vedette avec Cary Grant, et ce qui est assez beau et assez émouvant, ce que je dis un peu dans le livre aussi, c'est que c'est un film qui presque malgré lui en fait parle un peu de l'éclipse de Constance Bennett dans le cinéma hollywoodien de l'époque, parce qu'elle joue en fait une sorte de fantôme, enfin elle joue en fait un couple avec Cary Grant qui ont un accident de voiture et qui se réincarnent comme fantômes. Et ce qui est assez beau dans le film, c'est que en fait donc ils apparaissent et ils disparaissent parce qu'il y a tout un truc comme ça, ils peuvent pas rester visibles très très longtemps à l'écran parce qu'ils ont comme une sorte de batterie un peu fantomatique, et donc quand elle est à vide, ils disparaissent de l'écran, enfin ils se volatilisent un peu comme des fantômes, et donc elle a fait ça en 1938 et c'est son dernier grand succès populaire, et ça montre en fait vraiment pour moi toute son époque qui disparaît un peu d'Hollywood pour céder sa place à un autre genre de cinéma. Et donc Bennett, donc à partir de la fin des années 30, en fait, oui, elle est plus du tout, enfin, elle est plus en lien avec son époque, et donc elle va faire beaucoup de théâtre, et elle va revenir, en fait, elle va faire un film très beau avec Otto Preminger, un film qui date de 46 qui s'appelle Centennial Summer, qui est pas du tout le film de Preminger qu'on cite le plus, qui est même d'ailleurs pour moi c'était vraiment une surprise de le découvrir. C'est un film vraiment très très beau où elle va faire pour la dernière fois comme ça son rôle
Donc là, elle joue pas une actrice vraiment, mais elle joue vraiment une sorte de courtisane. Et pour moi, c'est vraiment un film qui rappelle une dernière fois ce qu'a été la grandeur de cette époque-là. Et c'est un film, voilà, c'est le dernier grand film qu'elle fait avant les années 60. Et là, elle va faire un tout dernier film où elle va apparaître de manière. C'est assez douloureux à voir quand on a vu ces grands films parce qu'elle apparaît un peu vieillie, outrageusement maquillée. C'est un film vraiment où elle va jouer pour la première fois le rôle d'une mère. En fait, elle va jouer la mère de Lana Turner dans un film qui s'appelle Madame X. Et voilà. Et puis elle va mourir peu après. Je crois. Elle meurt assez tôt. En fait, elle meurt en 65. Donc elle avait 61 ans. Elle avait même pas. Voilà, elle est pas morte âgée, puisque comme ce que je dis dans le livre, je crois quelque part, c'est que la vieillesse lui aurait assez mal allé, quoi. Et elle meurt en fait pour moi pile au moment où il fallait, parce que je pense qu'elle meurt au moment où Hollywood en fait passait vraiment à autre chose, quoi. Et voilà. Donc on perd un peu sa trace après les années 30, alors même que ça a été pour moi donc une grande actrice, une actrice assez fascinante. C'est La première femme de George Cukor, c'est le titre du livre, c'est écrit par Alexandre Piltich, c'est édité chez Marest Éditeur, et vous trouverez le lien qui renvoie à la page dédiée au livre sur le site de Marest. Vous trouverez ça dans le descriptif de la vidéo. Puis Alexandre était venu pour nous en parler. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Samir. À très vite. Générique. À très vite. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.